Donc, je donne rapidement donc, la parole à Saïd Aziz Chibani, donc c'est un cadre supérieur au ministère des Finances. Donc, la même chose pour un thème très, très important aussi. Et vous voyez la structure des thèmes, c'est important. Donc, la réforme du cadre réglementaire de l'investissement au Maroc, quel apport et quelles limites. Malheureusement, la directrice du climat des affaires nous a quittés, mais c'est un thème très, très important. Oui, c'est un Des minutes. Merci beaucoup. D'abord, je remercie le comité d'organisation pour l'importance des thèmes des Journées internationales de l'investissement et de l'emploi. Et ils ont d'une actualité, vu que l'investissement est moteur de croissance, comme ça a été dit par les différents intervenants. Monsieur le ministre, messieurs les directeurs, chers collègues, chers professeurs, doctorants et étudiants, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter une intervention, une communication sur la réforme de l'investissement au Maroc. Bien que, donc c'est les apports, c'est les limites, bien qu'il n'y a pas de limite, que de limite de la vision. Et heureusement que notre pays a une vision très claire en matière d'investissement, en matière des choix qu'il a fait à travers et sous l'éclairage des orientations, des autres orientations de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc, le sujet de la publication, c'est la réforme du cadre légal et réglementaire, bien que c'est le réglementaire à travers les décrets d'application de l'investissement au Maroc, qui l'apport et qui limite. Pour l'investissement, j'ai une citation que j'aimerais bien vous partager avec vous, c'est que d'après Jean-Marie 15, il dit que l'investissement doit ou devrait viser d'abord des objectifs à long terme. Et on doit être jugé qu'à travers ces derniers, c'est-à-dire un investissement qui ne vise pas des objectifs à long terme, donc bien sûr sera voué à l'échec. Donc réforme pour développer l'investissement au Maroc. Alors, le plan de la communication, je vais parler dans un premier temps sur le contexte de la réforme. Bien que la plupart des intervenants, ils ont parlé du contexte, donc c'est un contexte de crise. Alors, est-ce qu'il est préférable de mener une réforme dans un contexte de crise, avant la crise ou bien après la crise? Donc c'est le contexte international et national. État du lieu de l'investissement et historique des réformes, c'est-à-dire connaître un peu la trajectoire des réformes qui ont été menées au niveau de notre pays et les résultats, bien sûr, s'il y a une évaluation qui a été faite, les apports et limites des réformes. Donc, on va parler de la nouvelle charte de l'investissement, dont a présenté Madame la directrice du ministère de l'Investissement, des réformes des CRI et de leur rapport en matière de dynamisation des opérations d'investissement et des autres réformes liées. Alors bien sûr, concernant le contexte international, donc cette réforme est intervenue dans un cadre marqué par une crise d'abord sanitaire de Covid, qui a causé 7 millions de morts au niveau international, ce qui est très grave, par une crise économique, croissance en berne, après les projections de prévisions de FMI. Donc la croissance va baisser d'ici 2024. Un niveau élevé d'inflation, donc on est à 8% en 2022, 6,6% en 2023, 4,3% en 2024. Donc ces niveaux de 4,3 restent toujours un niveau supérieur par rapport à l'avant-crise. Une diminution des IDE depuis 2015, après leur augmentation entre 2014 et 2015 sur le niveau international, bien que les pays qui connaissent plus d'IDE, c'est le développement country, c'est-à-dire les pays développés. Donc, comme vous le voyez au niveau du graphique, donc depuis 2015 à 2015 jusqu'à 2020, donc une chute des investissements directs à l'étranger. Donc, ce qui est une opportunité pour les pays en développement, donc de tirer plus d'investissements. Bien sûr, on a les conditions nécessaires. Donc, pour résoudre ce problème de diminution, d'inflation, etc., des plans de relance ont été adoptés par les pays développés. Un plan Biden de 420 milliards de dollars et au niveau de l'Union européenne, c'est un plan de sauvetage, de relance économique de 800 milliards d'euros. Au Japon, 260 milliards d'euros, etc. Alors, par rapport au contexte national, donc, notre pays connaît aussi une inflation, soi-disant, importée,
impacté par le contexte international, par la cherté des énergies et des produits alimentaires, notamment le blé, croissance faible de 1% selon les prévisions de Banque Maghreb, les dépenses publiques, notamment celles de la compensation, en augmentation qui ont atteint 239% par rapport au niveau normal. On a augmenté plus que le double de 16 milliards de dirhams à 32 milliards, 34 milliards de dirhams. Un changement des conditions de financement, c'est-à-dire l'élévation des taux d'intérêt, le durcissement des conditions de financement international. Par rapport à la création d'emplois, bien sûr, on est à un niveau, une augmentation des taux de chômage. Par rapport aussi à la création de l'investissement, donc la situation de l'investissement au Maroc, c'est une situation difficile. Donc c'est parce que là, on essaie de dynamiser l'investissement par des réformes, par des incitations, à la fois des incitations budgétaires ou par le foncier. La migration des gens cadres et diplômés, ça aussi, si on veut booster la croissance et l'investissement, on doit garder le maximum nos têtes et les jeunes cadres et diplômés pour contribuer à la croissance. Donc, dans ce cadre, il y a aussi le lancement de plusieurs réformes. Normalement, on parle de plusieurs réformes, la réforme de l'investissement, la réforme de la protection sociale, la réforme à tous les niveaux. Donc, cela aussi est un signe normalement positif pour l'avenir de notre pays. Malheureusement, il y a le phénomène de la sécheresse. Donc, seulement le taux de remplissage des barrages n'atteint que 30%, ce qui est normalement impacte négativement l'agriculture et mène à penser à des solutions telles que le dessalement des eaux des mers, etc., pour accroître la productivité agricole. Alors, concernant l'état des lieux, je vais essayer un peu de reprendre les chiffres donnés par mes chers collègues. Donc, voilà. Donc, le taux d'investissement au Maroc par rapport au PIB, c'est un taux très élevé. Donc, le Maroc est en 3e place mondiale avec 32,2. Le débat autour de la nature ou bien de l'explication de ce taux sont divers. Il y a ceux qui disent que c'est beaucoup, il y a ceux qui disent que c'est le PIB qui est un peu faible, etc. Mais d'une manière générale, on est parmi les pays qui dépensent plus en matière d'investissement. On doit avoir des résultats. Alors, par rapport à l'investissement public, donc les entreprises et établissements publics sont ceux qui participent plus et accaparent la grande part des investissements publics. Donc, cela trace une image ou bien un schéma à ce que l'administration centrale un peu en recul par rapport aux entreprises publiques. Actuellement, il y a la mise en œuvre ou bien la mise en place d'une agence nationale de gestion des participations de l'État qui va veiller aux participations aux capitaux de l'élite EEP pour plus de gouvernance et d'efficacité. Alors, je donne ici quelques chiffres par rapport à la répartition régionale de l'investissement privé ayant bénéficié du foncier en 2021. Donc, bien sûr, il y a des données relatives aux autres années, mais j'ai préféré de donner une illustration parce que les données sont disponibles. Donc, le nombre total de projets en 2021 est à 135 projets. Donc, ces projets sont réalisés au niveau de la région de Dakhla, Oued Dahab, donc avec 36%, et au niveau de la région de l'Aïon, Safir avec 38%. La répartition régionale des investissements, donc par montant, donc la part importante, le montant total de l'enveloppe de financement des projets, c'est 261 milliards de dirhams, donc concentré au niveau de la région de Guelmim. Alors, par rapport aux superficies, bien, en foncier public dédié aux investissements, je peux dire que la plupart des fonciers actuellement en 2021 étaient réservés à l'énergie, à l'installation des projets des énergies renouvelables, normalement l'énergie solaire, éolienne, etc. Alors, je vais essayer de vous présenter l'historique des réformes du cadre de l'investissement au Maroc. Alors, donc, on a eu la charte de l'investissement en 1995, donc c'est la première charte de l'investissement, et on a attendu plus que 20 ans donc, pour faire de la réforme. Est-ce qu'il y a une évaluation ou pas? Donc, ce sont les grandes questions qu'il faut poser. Mais aussi, il faut parler des récentes liées à l'investissement, des autres réformes, parce que la réforme de l'investissement, elle seule, ne va pas contribuer à l'amélioration de l'investissement et au développement de la croissance. Il faut parler des autres
des autres conditions, des autres FCS, des porteurs, des facteurs de succès. Donc on a eu la loi de la concurrence en 2014, la réforme de la loi sur les opérations boursières en 2017, la réforme du code de commerce normal, le livre 5 en 2016, la loi 2014 sur le partenariat public-privé, et la réforme des régimes d'échange, c'est important aussi, en cours, et la réforme des régimes de faillite. Les apports de la nouvelle charte, donc Madame la directrice a présenté l'ensemble des contenus de la réforme de la nouvelle charte de l'investissement. Donc voilà, je vais reprendre un peu le processus de préparation et d'adoption-publication de la charte d'investissement qui a commencé en 2021 par le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que je insiste, et finalement par l'adoption des dispositifs principaux et stratégiques en Conseil de gouvernement. Donc, ce que je constate, c'est qu'il y avait une sorte d'efficacité entre la date du discours royal et l'adoption au niveau du Parlement, au niveau du Conseil des gouvernements de la Charte. En février dernier, le 7 février 2023, il y avait une rencontre de M. le ministre de l'Investissement, de convergence et de l'évaluation des politiques publiques, avec les membres de l'CGF pour présenter le contenu de la Charte, et par la suite, une rencontre en date du 9 février 2023 avec le groupement des banques marocaines pour leur présenter le contenu de la Charte. Alors les objectifs, donc, ils ont été présentés par Madame la Ministre, les 9 objectifs, l'emploi stable, des projets durables, etc., les axes, 4 dispositifs, donc, notamment le soutien financier. Voilà, donc ça c'est le principal dispositif de la charte d'investissement, à savoir des primes jusqu'à 30% du montant de l'investissement, à savoir 5 primes communes, une prime territoriale, une prime sectorielle. Voilà, donc c'est un autre dispositif, un deuxième spécifique pour les projets stratégiques, un dispositif spécifique pour les projets à l'international, dispositif spécifique pour les petites, les TPE, très petites, moyennes entreprises. Ce qui est constaté, c'est que la première fois qu'on parle d'incitation ou bien d'encouragement des projets liés à la défense. Alors, c'est le commentaire. Alors les limites ou bien quelques critiques par rapport à la charte d'investissement, c'est-à-dire au niveau de la présentation, bien au niveau de la charte, et non pas les mesures adressées aux petites entreprises n'ont pas été clarifiées. Donc le gouvernement dit qu'il a un délai de 12 mois pour préparer un dispositif réservé à ces entreprises. La question sur le coefficient 3%, 10%, donc il y a une discussion là-dessus. L'approche par les primes, est-ce que c'est pertinent ou pas? L'absence d'évaluation de l'ancien dispositif. Un problème de pilotage des projets d'investissement, je crois que c'est le problème central. C'est-à-dire, si on pilote bien les projets, on peut développer, on peut créer de l'emploi. La pérennisation, ces projets, est-ce qu'ils sont pérennes? Est-ce qu'ils durent dans le temps? Est-ce qu'ils sont transférés? Est-ce que les actions de société sont vendues, etc. C'est des problèmes de financement, études du projet. Est-ce que les études sont de qualité? La gestion des fonciers, donc ça pose aussi des questions. Ce qui est en relation avec la commande publique, la fiscalité, et le partenariat, la pertinence. On parle du PPP, mais le PPP, le partenaire privé, il cherche le profit, alors que l'État, il cherche la jouissance. Et l'impact sur l'informel, quel impact de la charte sur l'informel, et aussi des questions sur le profit de l'investissement. Voilà, c'est pour vous.